Rentable, fiable, innovant. Avec eux, ça risque de fluctuer. Mais soyez rassurés, vous serez en croissance sur le marché. Francis Gosselin, Philippe Richard Bertrand. L'économie, c'est sérieux. Mais prends pas ça pour du cash. Bonjour et bienvenue à Prends pas ça pour du cash, première émission de l'année. Oui, Phil. de 2025. Tu as passé de bonnes fêtes. Yes. Good. Moi, j'ai animé à la radio, fait que je suis brûlé. Très bon travail. Je suis brûlé bien raide. Petite revue d'actualité rapidement. Justin Trudeau a démissionné. Oui. Sans grande surprise. Non, mais honnêtement, j'ai trouvé ça... moi, j'étais à l'étranger quand ça s'est passé, puis... Comment témoigne le fait que j'ai de l'air de Voldemort comparé à toi? Mais les titres, même dans le journal Le Monde, là, du mercredi 8, c'était quand même les titres, Premier ministre démissionnaire. Ouais. C'était vraiment pas très chic. Ça arrive pas si souvent que des gens démissionnent. Puis honnêtement, je me dis que ça devrait... des ministres, là, des premiers ministres qui mènent le Titanic jusqu'au fond de l'océan. Là, on voit ça le plus souvent. Là, que c'est clair qu'ils vont se faire donner une raclée, mais pourtant, ils font la campagne électorale, ils se font donner une raclée, puis là, après ça, évidemment, ils démissionnent. Bref, ça a surtout plein d'incidences, Phil, puisque c'est une émission d'économie et de finance. En espérant que ça donne des idées à François Legault. Ouais, peut-être, mais je reviens. Ça a quand même des incidences, là, parce que là, on va devoir négocier durement là, les tarifs, la relation économique avec les États-Unis, puis on se retrouve un peu pas de capitaine actuellement au niveau canadien. Il y a Doug Ford, le premier ministre de l'Ontario, qui parle fort. Monsieur Legault essaie de ménager la chèvre et le chou. Madame Smith en Alberta, qui, veut pas se priver des revenus du pétrole, alors que c'est peut-être un actif, c'est un levier qu'on pourrait utiliser. Bref, il y a comme plus de chef en haut, puis plein de points de vue au niveau des provinces. La Fédération des chambres de commerce du Québec, la présidente qui dit qu'il faut un capitaine Canada. Mais qu'il n'y a pas là, pour l'instant. Puis comme M. Poilievre est dans l'opposition, il n'y a aucune légitimité. Puis monsieur, mais dans un autre segment, on reçoit Pierre-Marc Johnson, puis je suis content d'apprendre, c'est lui qui me l'a appris, que il y a quand même une interdépendance entre le Canada et les États-Unis qui est très importante. La question, c'est est-ce que les États-Unis, qui accueillent quand même certains de nos biens et services, sont prêts à prendre un petit hit pour genre nous anéantir? Puis la réponse, c'est que dans les faits, ils pourraient. Ça ferait un peu chier les États-Unis, mais nous, ça nous tuerait. Fait que, bref, je jouerais pas trop... Oui, mais tu sais, taxe l'électricité qu'on leur donne, taxe le pétrole. Mais tu sais, on fait des affaires insignifiantes. Dans les journaux aujourd'hui, journée qu'on enregistre l'émission jeudi, on parle de taxer le jus d'orange de la Floride. Là, je trouvais intéressant, parce que là, on parle toujours de se venger sur les États-Unis, fait que de mettre des tarifs sur les affaires. Il y a le maire de Prévost, je sais pas, la petite ville dans les Laurentides. À côté de Saint-Jérôme, ma mère habitait là. Je sais pas si tu as suivi cette affaire-là, mais le maire de Prévost qui a fait une sortie, Monsieur Germain, je pense son nom, qui a fait une sortie en disant on devrait pas s'attaquer aux États-Unis, on devrait faire d'autres affaires qui vont indirectement les emmerder, genre le tarif de 100% sur les véhicules électriques chinois, on devrait l'enlever. On devrait inonder le marché canadien de véhicules électriques chinois à 20 000 $, 30 000 $. Moi, toi puis moi, on en achèterait deux. Puis là, on n'achèterait plus des Ford, des Chrysler, des Tesla même, parce que ça serait la moitié du prix. Et forcément, puisque le Canada aurait des dizaines, voire des centaines de milliers de ces véhicules-là, il y en aurait qui finiraient par se ramasser aux États-Unis, ce qui leur ferait... Mais ça serait aucunement contre les États-Unis. Ça serait juste une décision bilatérale qu'on prendrait avec les Chinois. Bref, je trouve ça intéressant. Phil, on n'a pas beaucoup de temps pour la revue d'actualité aujourd'hui, mais Frank & Oak, je sais pas si tu as suivi cette affaire-là, est encore sur la protection de ses créanciers. Ça avait été mode à suite, là, il y a très longtemps, qui avait fait faillite. C'est devenu Frank & Oak 1, il fait faillite. Là, ils se sont redressés, refaillite. C'est difficile, ce marché-là, de la guenille, comme on appelle des vêtements. C'est le fast fashion. On fait des petites collections, on les met en marché, on refait une petite collection, on met ça en marché. Puis bien entendu, ceux qui vont perdre, ta poche à toi va perdre de l'argent et ma poche à moi. Pourquoi? Parce que la CDPQ là-dedans? Non, parce qu'ils doivent de l'argent, ils n'ont pas payé leur TPS-TVQ, ils doivent de l'argent en DAS, etc. Donc, encore une fois, je pense que c'est un marché qui est difficile, puis c'est à réfléchir. Je peux pas croire qu'une entreprise
avec la même marque, fasse 3 fois faillite, va continuer. Groupe Dynamite, ceci dit, qui est dans le même domaine, là, mais pour les femmes spécifiquement, a fait une entrée en bourse assez remarquée. Au départ, c'est assez bien passé. Là, ça a perdu à peu près 10%, mais ça reste que leur action va pas trop mal en bourse pour l'instant. Moins 10%. Mais là, tu compares un empire avec plusieurs magasins à une petite marque emblématique sur le web. Je sais pas si tu as suivi un peu les sorties du Consumer Electronic Show, le CES. À part la voiture Sony qui a marqué mon imagination. Qui a de l'air de rien. Là, je sais pas c'est vraiment laide. Ça ressemble comme une Camry des années 2000. Ça a l'air de Anycar et c'est 90 000 prix d'entrée. Honnêtement, bon, M. Musk est un peu contesté ces temps-ci, mais ça reste que tu compares ça à une Tesla à 60 000, c'est 50 de plus. Hey, dans cette catégorie de prix-là, tu as des Lucides. Là. Je sais pas si tu connais la marque, mais puis on va en parler avec Bertrand tantôt, mais tu sais, Lucide, c'est pas l'haut de gamme, là, c'est la Ferrari d'auto électrique pour le même prix. Je sais pas, la petite Sony Honda. Un peu bizarre. Moi, ce qui m'a fait rire rapidement, c'est le Roomba. Là, c'est pas Roomba, c'est Roborock. Mais en tout cas, c'est des aspirateurs là, circulaires qui se baladent dans la maison. Ils en ont développé une nouvelle qui se balade dans ta maison, mais il y a un bras. Puis le bras ramasse tes chaussettes. Genre. La mienne est toujours brisée. OK? Comme à chaque fois qu'elle passe, faut que je la débogue parce qu'il y a du poil de chien de poignée. Honnêtement, c'est tout sauf simple. Je me demande si ça serait pas plus vite que je passe la balayeuse des fois, mais bref, là, j'imagine juste en plus de ça, un bras. Moi, je m'en ai débarrassé justement à cause de mon chien qui jappait comme si c'était... Comme un fou. Rapidement, Phil, il y a une poursuite qui a été intentée là, contre Tim Hortons et Starbucks. N'importe quoi. Pour avoir facturé le lait d'avoine et le lait de soya plus cher que le lait, alors que le prix sur les marchés est le même. Moi aussi, je trouve que c'est un peu n'importe quoi, honnêtement. Ils font tous ça. Oui, c'est un supplément partout. Mais même juste dans le café du coin ici. Prends pas de lait, là, je sais pas comment te dire. Là, ouais, mais moi, j'aime le lait d'avoine. OK, moi, je suis pas content. Je suis pas content. Paye pour. Non, je sais. Sais pas quoi. Ou va ailleurs. Tu comprends ce que je veux dire? Je trouve ça bizarre qu'on poursuive là, une compagnie parce qu'elle a une... Puis c'est pas caché, là, c'est écrit, c'est 80 cents. Tu payes 80 cents si tu veux cette affaire-là. Je veux dire, que le prix de marché soit le même. On est en plein délai. Comme si, je sais pas, par exemple, tu veux acheter une voiture, là, je vois ça souvent, là, la couleur bleue est 1000$, puis la couleur rouge est 1500$. Le rouge coûte pas 50% de plus. Là. Honnêtement, c'est juste parce qu'il y en a moins, parce que c'est compliqué d'une couleur de plus. Offrez la demande. Je veux dire, poursuivre en disant le coût du pigment de rouge est pas 50%. C'est comme... en tout cas, je trouve ça un peu absurde. Bref, ceci dit, Richard Martineau a accueilli l'avocat, si vous voulez avoir toute l'histoire, l'avocat qui défend les poursuivants. On se laisse là-dessus, Phil. On a un super show aujourd'hui. On va parler avec Bertrand Godin, qui est le porte-parole du Salon de l'Auto de Montréal, parlant de char, justement. On a évidemment l'immense plaisir d'accueillir ton ami, quasiment. Pierre-Marc Johnson, ancien premier ministre du Québec. Voilà, puis on finit avec François Royer-Miro, qui est chef du marketing chez Landers, une compagnie qui représente et qui a des données sur les terrains qui sont à vendre là, pour notamment le développement immobilier au Québec. Merci d'être à l'écoute, puis si vous avez des questions et commentaires, écrivez. Gênez-vous pas, vous nous les envoyez. Un taux d'intérêt très élevé qui défie toute la concurrence du marché. Avec Francis Gosselin et Philippe Richard Bertrand. Prends pas ça pour du cash. Notre premier invité aujourd'hui, Bertrand Godin, vous le connaissez, champion de course automobile. On l'a déjà invité, je pense, pas au balado, mais c'est un habitué de Cube Radio pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM ou à la télé. Bertrand Godin, en l'occurrence, est ces jours-ci, parmi ses nombreuses occupations, le porte-parole du Salon de l'Auto de Montréal qui va se tenir au Palais des Congrès du 17 au 26 janvier. Salut Bertrand. Hey, bonjour. Merci d'être avec nous au balado. Dis-moi, quels sont, peut-être un peu faire un topo, là, parle-nous du Salon de l'Auto cette année. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Est-ce qu'il y a une thématique? Est-ce qu'il y a des choses là, vraiment spécifiques à l'édition 2025? Ben, on est très, très heureux parce que, bon, l'année passée, il y a certains manufacturiers qui s'étaient désistés à la dernière minute et donc, ça avait été un grand défi pour toute l'équipe du salon. Et puis là, cette année, ben, on a 10 manufacturiers qui sont de retour et ça, c'est grâce en grande partie au nombre de visiteurs qu'on a eu l'année passée, même si ça a été une année qui était plus difficile parce qu'on le sait avec
tout ce qui est arrivé avec la COVID, eh bien, 170 000 personnes l'année passée. Donc, les manufacturiers ont dit, ouais, vraiment, là, les Québécois, c'est des passionnés d'automobile. Donc, de voir que Mercedes-Benz revient, Subaru, Volvo, tout le groupe Stellantis, là, que ce soit Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, Fiat, Alfa Romeo. Et on a 2 nouveaux manufacturiers qui s'ajoutent à tout ça. C'est Lucid et puis Polestar qui vont faire une première apparition au Salon de l'Auto de Montréal. Dans le pur électrique, ça sera, j'imagine, très intéressant. Et puis, y a-tu des nouveautés qu'on attend en particulier là, et ces jours-ci? En plus, c'est le Consumer Electronics Show là, à Vegas. Oui. Il y a eu d'ailleurs le dévoilement d'une auto de Sony, drôlement, en collaboration avec Honda. Mais est-ce qu'on s'attend là, ou est-ce qu'on va trouver certains modèles ou certaines choses un peu plus rares au salon cette année, Bertrand? Ben, c'est certain qu'on va avoir des concepts, on va avoir les premières canadiennes. J'ai hâte parce que justement, lorsqu'on parle de technologie, l'automobile évolue tellement à un rythme spectaculaire, surtout avec l'intelligence artificielle, avec la réalité augmentée, avec justement tout ce qui est conduite autonome, donc le développement des capteurs. Donc, c'est incroyable le défi que l'industrie a actuellement, autant pour certains manufacturiers qui continuent de développer le moteur à combustion avec des carburants synthétiques et naturellement tout ce qui est l'évolution des batteries et de l'utilisation de l'énergie. Donc moi j'ai bien hâte de voir parce que pour moi c'est comme Noël, là. C'est là qu'on va avoir le dévoilement de nos cadeaux. Et je trouve que ça démarre tellement bien l'année là, de se retrouver au Palais des Congrès entouré de toutes ces nouveautés et aussi des voitures qui vont nous faire quand même rappeler l'historique. Je parle notamment de la collection de Luc Poirier là, qui va emmener une trentaine de véhicules et dont 12 nouveaux modèles. J'ai hâte de voir la 250 GTO. C'est vraiment une grande partie de l'histoire de Ferrari que Luc a la gentillesse de nous présenter. Donc, associé à ça, la zone performance et les voitures modifiées. Donc, on revient là vraiment à un salon avec plus de 30 manufacturiers et des nouveautés à souhait. Bertrand, est-ce que le marché automobile se porte bien au Québec? Ben, le marché se porte bien. Écoute, c'est certain que lorsqu'on voit les manufacturiers présenter leurs modèles et puis surtout, ben, je pense qu'il y a eu plusieurs concessionnaires qui ont mis énormément de pression, tout comme les journalistes, pour faire en sorte de présenter leurs nouveautés. Mais c'est certain qu'il y a eu des problèmes d'approvisionnement et là, ça, c'est derrière. Et là, ben, c'est pour ça là, que c'était tout un défi là, de revenir après ce qui est arrivé avec la COVID et tous les problèmes d'approvisionnement. Mais c'est un bel endroit, le centre d'auto, pour aller magasiner son auto. Tu sais, quand tu cherches... en magasiner plusieurs. Oui, c'est ça, de pouvoir, au même endroit, aller voir une panoplie de modèles puis te décider carrément avant d'aller chez le concessionnaire. Puis c'est tellement vrai parce que ce qui fait la force du salon, outre naturellement toute l'équipe qui conçoit le salon, ben c'est ça, c'est les manufacturiers, c'est les concessionnaires et c'est les gens. De voir l'année passée 170 000 personnes venir au Palais des Congrès et puis de voir les gens discuter avec passion. Puis c'est vrai que c'est intéressant de les voir à l'écran sur Internet. Mais lorsqu'on les voit en vrai et qu'on peut discuter avec les différents passionnés qu'on retrouve au palais, ben on y va pour faire un choix éclairé, pour magasiner. Même certaines personnes achètent au salon. On ne va pas conclure la transaction au salon. Ça va aller en concession. Mais n'empêche, ça arrive souvent. Et puis, il y en a qui vont pour se divertir, passer du bon temps, parce qu'on peut passer 5-6 heures facile là, lorsqu'on se met à analyser, à parler avec les spécialistes sur place. Donc, pour moi, ben c'est mon 23e salon. Ça aurait fait mon 25e s'il n'y avait pas eu la COVID. Mais à chaque année,
c'est Noël pour moi. T'es comme un joueur de concession du salon de l'auto, dans le fond, Bertrand, si je comprends bien. Là, je sais pas si t'as un contrat sur 10 ans d'avance, mais tu parles évidemment de tout ça. Je me rappelle aussi, moi, pour y être allé quelques fois, il y a aussi par exemple, la possibilité de faire des essais routiers. Parfois, il y a certains manufacturiers qui ont carrément des expériences, entre guillemets, immersives. Parle-nous un peu de... Bon, il y a des véhicules, on peut voir les prix, les features, mais y a-tu un peu de l'animation en plus de un paquet de chars alignés? Parle-nous un peu de l'expérience là, qu'on peut vivre ou des expériences qu'on peut vivre au salon cette année. Ben, les gens vont pouvoir venir rencontrer certaines personnalités, Karine Vanasse notamment. On va avoir aussi Luc Poirier qui va être sur place à plusieurs journées. Et Luc, c'est vraiment un passionné qui aime partager ses connaissances et puis ses anecdotes. Donc ça, c'est vraiment génial. CA, justement, on parlait de la présentation des essais. Les gens vont pouvoir essayer la Lucide, vont pouvoir essayer 25 modèles de voitures électriques. Et ça, c'est vraiment particulier au salon et ça connaît toujours un très, très grand succès. Donc, il va y avoir aussi le sommet qui va avoir lieu juste avant. Ça impliquera pas nécessairement la population, mais on en profite parce que la plupart des grands présidents des compagnies au Canada vont se réunir, donc de réunir tout ce monde-là et justement de faire un sommet pour encore mieux évoluer. Je savais pas qu'il y avait ça. Il y a un sommet des dirigeants des manufacturiers automobiles? Ben, pas juste des dirigeants, avec justement les concessionnaires. Donc, il y a un échange là de tout ce monde-là. Il y a même des gens qui vont venir de France pour pouvoir discuter et mieux évoluer et voir le marché, comment on peut améliorer les choses pour mieux servir le client et faire en sorte que tout ça évolue. Bertrand, moi, j'arrive de voyage, puis j'étais dans ce qu'on appelle un dom-tom de la France, là, puis partout dans les quotidiens, même dans le dom-tom, on parle de cette potentielle fusion entre Nissan et Honda. Renault qui est un peu fâché de ça. Tu sais, Tu m'étonnes. Non, mais il y a même le nom de Carlos Ghosn qui a été avancé pour reprendre la tête. Comme CEO. Non, j'ai vu ça. Ben, toi, qu'est-ce que tu en penses là, de ces fusions, acquisitions-là dans le milieu automobile? Oui, écoutez, c'est certain qu'il y a toujours une remise en question. Il n'y a rien qui est pour toute la vie, on le voit. Notre société évolue, l'automobile doit évoluer avec les exigences, que ce soit sur le plan environnement, sur le plan de la technologie, des infrastructures, du nombre de la population, donc de l'énergie à utiliser, que ce soit essence ou électricité. Donc, c'est des défis majeurs pour l'industrie de fabriquer une voiture qui est sécuritaire, qui performe autant en tenue de route qu'au niveau de la motorisation, qui est économique, écologique, autant dans sa construction que dans son utilisation. Donc, c'est tout un défi. C'est pour ça que cette remise en question et des fois, des fusions, des ententes vont faire en sorte de baisser les prix pour permettre aussi aux consommateurs de pouvoir avoir accès à un véhicule qui est nettement plus complet que les véhicules qu'on avait dans les années 70, là, où moi je me souviens, j'allais au Palais des Congrès, mais c'était une boîte de métal avec un moteur et puis on ouvrait le capot, on voyait le sol. D'ailleurs, c'était pratique parce que des fois, on s'emmenait un boulon parce qu'il y avait toujours du monde dans les autos pour voir comment on est assis, tout ça, puis nous autres, on pouvait pas embarquer, donc avec une gang de chums, il y en a un qui laissait tomber le boulon, et puis là, quand la personne qui était derrière le volant entendait le son de quelque chose qui brisait, ben il débarquait, puis là, nous autres, on pouvait embarquer, on prenait le boulon, mais aujourd'hui, c'est plus faisable. Ça m'étonnerait qu'il y ait un boulon qui tombe d'une Lucide. Non, c'est tellement bien isolé. On voit la qualité, à quel point elle a tellement évolué avec les années, et le salon, c'est la même chose, il continue d'évoluer.
Tu le dis, ça fait 23 ans que tu es associé avec cet événement ou en fait que tu le fréquentes, du moins Bertrand. Peut-être un peu en guise de conclusion aussi, mais qu'est-ce qui si tu réfléchis là, justement, bon, il y a les histoires de boulons, mais si tu réfléchis à l'importance de ce salon-là, comment dire, à sa place à Montréal, par rapport aux autres salons dans le monde aussi, qu'est-ce qui te marque le plus dans un quart de siècle d'évolution comme ça? Ben pour avoir été à voir des salons qui ont connu énormément de succès, qui étaient gigantesques, là, que ça soit Francfort, que ça soit Paris, que ça soit Détroit, Montréal est unique parce que c'est un salon de passionnés pour les passionnés, parce que ici on est passionné et nulle part ailleurs sur la planète on a vu par exemple des guides comme le guide de l'auto, l'annuel se vendre et souvent les gens achètent les deux puis ça devient une lecture quotidienne. Donc c'est fabuleux de voir à quel point on est des passionnés et que on transpose ça de père en fils, de génération en génération. Moi, le salon de l'auto, c'est simple. Pour moi, l'automobile, c'est l'extension de notre corps pour se déplacer. C'est des choix extrêmement personnels. Et ça, c'est pour ça que des fois, on a des débats, puis on peut en voir sur Internet, pas à peu près. Mais c'est magique. C'est magique et je suis tellement heureux à chaque année de pouvoir voir les gens, discuter avec eux et de parler de cette passion. Pour ceux que ça intéresse, donc, je rappelle qu'on peut visiter le site salonautomontréal.com. Il y a des billets pour les enfants aussi peu que 10 $, 20 $ pour les adultes, des tarifs réduits pour les personnes âgées, des forfaits pour la famille. Tu nous disais aussi, Bertrand, là, avant de te laisser partir, qu'il y a aussi peut-être il y a un événement, je pense le 16, il y a comme d'autres affaires là, en marge de ça. Peut-être en 2 mots, là, qu'est-ce qu'il y a de plus? Ouais. Le salon de l'auto, c'est un événement et aussi on profite du salon pour faire l'avant-première où les gens achètent des billets, où les profits sont redonnés au centre hospitalier qui traite les enfants. Donc, c'est au-delà de 10,5 millions de dollars qui a été donné depuis que ça existe. Donc, c'est vraiment génial. On essaie vraiment d'emmener que ça soit complet et ça l'est. Très intéressant. Bertrand Godin, je rappelle que tu es un coureur automobile. Tu l'es toujours, d'ailleurs. On s'est parlé cet été parce que tu participes encore à des courses. Et en ce qui nous concerne, tu es le porte-parole du Salon de l'Auto de Montréal qui se tient donc du 17 au 26 janvier 2025 au Palais des Congrès de Montréal. Exact. Merci Bertrand, à bientôt. À bientôt. Francis Gosselin, Philippe Richard Bertrand. Le seul duo qui vous redonne vraiment la monnaie de votre pièce. On a l'immense plaisir d'accueillir en studio Pierre-Marc Johnson, ancien premier ministre du Québec, maintenant avocat conseil chez Laverie Avocat. Bonjour, monsieur Johnson. Merci à la retraite maintenant. À la retraite maintenant. À la retraite comme avocat. Même plus avocat conseil, non? Il n'y a pas un... Avocat tout court, non pas avocat relié à un cabinet. D'accord, très bien. On a eu la chance, Philippe et moi, de produire une émission de fin d'année. On a fait un retour sur 2024 et on a un peu projeté notre regard avec toutes sortes de spécialistes sur 2025. On voulait utiliser votre présence en studio pour faire un petit bonus, un épisode bonus en fait sur cette séquence, parler de ce qui s'en vient, mais vraiment peut-être sous l'angle politique. Et on pourrait commencer peut-être au niveau qui est le plus près de nous, qui est celui de Montréal. Pierre-Marc Johnson, qu'est-ce qu'il y a un peu dans votre boule de cristal ou qu'est-ce qu'il y a à considérer pour la métropole dans la prochaine année? Ben, d'abord, il y a une élection qui s'en vient. Et 2, on ne sait pas qui vont être les candidats à la mairie. Ça, c'est la première chose. Et c'est comme ça à beaucoup d'endroits où on est près des élections, puis on ne sait pas qui vont être les leaders. Deuxièmement, l'enjeu central pour moi de la prochaine élection municipale, ou en fait de la prochaine administration municipale, c'est l'enjeu économique. Hein? Il y a eu des conséquences assez ravageuses de la pandémie. Le retour des gens chez eux pour travailler a eu un effet considérable sur le centre-ville. Et donc, sur le plan économique, l'inflation a amené des fermetures, en plus de ça, d'un certain nombre de commerces. Alors, il y a des enjeux de développement économique et de vitalité économique à Montréal. Je pense que c'est ça le vrai défi de la prochaine administration. Puis est-ce que
parce que souvent, il y a très longtemps, il y a 5 ans, je m'étais assis avec, j'avais eu l'opportunité de m'asseoir avec Brian Mulroney, puis qui disait que j'avais posé une question, tu sais, qu'est-ce que Québec devrait faire pour être plus fort dans le Canada, tu sais, puis il m'a dit, ça, c'est pas la bonne question, ça m'a surpris, puis il m'avait dit, faut redonner du pouvoir aux villes. Faut que le fédéral et le provincial donnent des fonds. Est-ce que tu embarques, toi, là, qui est là depuis longtemps, dans cette philosophie-là? Ouais, c'est-à-dire, il y a un aspect, moi, que je partage dans cette vision-là, c'est que il faut trouver des incitatifs pour les administrations municipales pour faire du développement. Elles n'ont aucun incitatif fiscal autrement que dans le secteur immobilier. S'il y a plus de maisons, puis il y a plus de bâtiments commerciaux qui se bâtissent, ou même, dans certains cas, de bâtiments manufacturiers, il y a l'impôt foncier. Mais l'activité économique, ça c'est la mesure à long terme de l'activité économique. La mesure à plus court terme, c'est l'activité quotidienne. On passe, par exemple, à la notion d'une taxe sur les loisirs. Bon, quand vous achetez un billet pour aller au théâtre, au cinéma ou à un spectacle, là, vous payez TPS, TVQ, hein? Mais ça s'en va pas à la municipalité. Ça s'en va au gouvernement central puis à Québec. Et donc, il n'y a pas de véritable incitatif pour faire du développement économique à court terme pour les municipalités, ce qui leur rend... Et je pense que c'est un peu dans ce sens-là que Mulroney évoquait ça. Deuxièmement, le fait que les villes veulent bien se concurrencer entre elles, s'il y a une vitalité du milieu économique et puis qu'il y a moyen d'avoir des pouvoirs en termes de développement économique et des ressources pour le faire, ça bouge. Je viens de penser à quelque chose. New York a imposé une taxe alentour de New York pour les gens qui visitent New York. C'est comme un péage. Non, un péage, carrément. Un péage de centre-ville. Oui, mais pourquoi pas faire ça à Montréal? C'est déjà difficile d'avoir accès au centre-ville. Pas besoin de péage. Pas besoin d'empêcher les gens de venir. Pierre-Marc Johnson, Montréal, on l'a dit, il y a une élection. À Québec, pas d'élection en 2025, mais en 2026, assurément. Et de même, on ne sait pas qui sera candidat. Là, je veux dire, au PQ, on le sait, mais du côté libéral, il y a évidemment une course à la chefferie. Pour la CAQ, c'est peut-être un peu tôt pour le dire, mais qu'est-ce qui se passe à Québec? Et vous qui avez été quand même premier ministre de la province, qu'est-ce que vous voyez actuellement se dérouler là, pour la prochaine année? D'abord, il y a un dossier de long terme important qui a été, semble-t-il, presque réglé. Là. On attend ce que va faire le Parlement de Terre-Neuve. C'est le contentieux entre Terre-Neuve et Québec sur le développement hydroélectrique. On a besoin de plus d'énergie électrique au Québec, que ce soit pour l'électrification des transports, que ce soit pour avoir de l'énergie propre dans le secteur immobilier, ou que ce soit carrément pour exporter dans certains cas. On a besoin d'augmenter. Et la place pour augmenter, c'est les rivières qui sont contiguës au Québec et à Terre-Neuve. Et il y a enfin une négociation qui a eu lieu et qui semble avoir donné des résultats. M. Sebia en semblait satisfait, ce qui, moi, me satisfait au départ, compte tenu de son approche. Et on attend maintenant la sanction de ça par le Parlement de Terre-Neuve. Et c'est important pour le long terme. Oui, puis ça dure depuis longtemps, cette histoire-là. Ça fait 50 ans. Il est que ça se règle. Ça fait 50 ans. Puis 3 poursuites, dont 2 se sont retrouvées en Cour suprême. Alors, enfin, ça, c'est une bonne nouvelle. Deuxièmement, je crois que dans l'année 2025, début 2026, une des mesures de l'efficacité gouvernementale, ça va être ce qui va se passer dans le secteur de la santé. Il y a eu une énorme réforme dans le secteur de la santé. Il y en avait eu une énorme sous le gouvernement précédent. Mais en bout de ligne, ça se mesure par l'efficacité du nombre de patients vus, puis du nombre de personnes qui ont connu, je dirais, la survie ou un état de santé meilleur, ou au minimum du confort.
Puis on a le sentiment qu'actuellement, comment dire, Ouais, mais il faut dire pour la nouvelle régie que, bon, d'abord, ils viennent juste de se mettre en place. Tu parlais de Santé Québec? Oui, je parle de Québec. Santé Québec, là, ils viennent juste de se mettre en place. Il faut, au départ, il y a des affaires de structure, il y a l'harmonisation avec le ministère de la Santé, c'est très, très complexe, la mise en place d'une régie qui a tellement de tentacules à travers le Québec. Oui, si je me trompe pas, c'est 300 000 employés. Quelque chose comme ça. C'est gigantesque. Alors, c'est un peu normal là, qu'on ne voit pas des résultats immédiats. En tout cas, c'est pas surprenant. Mais par contre, il semble y en avoir, là, sur le plan, en tout cas, j'entendais ce matin qu'il y a, pour la première fois, on est passé en bas du seuil de 10 000 attentes en matière d'opération, de chirurgie. Et ça, il semble se passer une couple de choses là, qui sont un bon signe. Mais à la limite, les citoyens vont être très préoccupés par ça en 2026, je suis convaincu. Surtout que c'est une grande part de notre budget. Là, au Québec, là, je pense qu'on est rendu à, je ne me trompe pas, 54% du budget du Québec va à la santé. Oui, santé aux services sociaux, mais en même temps, il faut comprendre, essentiellement, deux grands ministères à Québec sur le plan budgétaire. Il y a la santé puis l'éducation. Et puis le reste du gouvernement, là, les 20 autres ministères se partagent à peu près 15 à 20% du budget de l'État. C'est incroyable. C'est quand même étonnant. On manque de temps, Pierre-Marc Johnson. On vous prendrait presque 1 heure sur chacun des sujets, mais montons encore notre échelle peut-être d'un niveau. À Ottawa, pour la petite histoire, j'ai eu le plaisir d'animer à la radio pendant les fêtes. Je pensais faire de la petite radio de Noël. Il y a eu la démission de Chrystia Freeland. Ça a été le bordel. Et puis là, évidemment, on le sait, au retour des fêtes, M. Trudeau qui a annoncé qu'il allait quitter son poste de chef du parti et de premier ministre. Il y aura des élections, là aussi, certainement en 2026. On ne sait pas si elles vont être rapides ou au plus tard en octobre. Quelle lecture faites-vous? Puis évidemment, impossible de parler d'Ottawa, je pense, sans parler indirectement un peu de Washington. Traitons-les séparément, là, si vous voulez. Commençons par Ottawa. Il y a une élection cette année. Puis avant ça, il faut que le Parti libéral se choisisse un chef. Et puis, une fois que le chef... Ça vous intéresse pas, Pierre-Marc Johnson, non? Vous avez le même âge que Donald Trump, non? Tout est possible. Il y a... cette élection elle pourrait être déclenchée dès le printemps. Elle est obligatoirement, en principe, en vertu de la législation, au mois d'octobre. Mais elle pourrait être déclenchée avant. Le premier ministre aurait le droit de faire ça. Le nouveau premier ministre, alors le chef du Parti libéral, en principe, celui qui devient premier ministre, c'est le chef du parti majoritaire en Chambre, puis il peut rester là tant qu'il a confiance de la Chambre. Alors on voit tout de suite la mécanique, là, va peut-être faire que il n'y aura pas de confiance de la Chambre au budget, dans la mesure à n'importe quelle législation d'importance, là, ou une motion de blâme, une motion de défiance du gouvernement. On peut se retrouver avec une élection, comme on peut se retrouver avec une ou un chef de parti qui décide, lui, de dire « Moi, je vais vous gouverner pendant 8 semaines, puis je vais déclencher l'élection. » Ça, c'est un scénario que j'ai bien connu. Et ça, c'est possible que ça arrive. L'enjeu principal en ce moment, c'est notre relation avec les Américains. Et elle est conditionnée par le fait que les Américains ont besoin de nous. L'économie américaine a besoin de nous. Ils ont besoin de notre énergie, le pétrole, le gaz. Surtout avec ce président nouveau qui vient d'arriver, ou enfin qui va être en poste dans le 20. Lui a décidé que les énergies alternatives puis tout ça, là, c'était des cossins. C'était pas important. Donc, lui, drill, puis il veut du gaz, puis il veut du pétrole. Puis les impacts environnementaux n'ont pas l'air de le prendre. Et on en a. Et on en a Alberta, beaucoup. Et imaginez-vous une taxe de 25% sur le pétrole qu'on envoie là-bas, l'effet d'inflation que ça va avoir aux États-Unis. Ça n'a aucun sens. Deuxièmement, ils ont besoin des terres rares. On en a au Canada, particulièrement au Québec, dans le Grand Nord, qui ne sont pas facilement accessibles, mais ont besoin de terres rares. Pourquoi? Parce que la révolution électronique qu'on est en train de vivre partout, y compris dans les questions militaires, exige l'application de microprocesseurs. Microprocesseurs, besoin de terres rares.
Et c'est soit nous, soit la Chine, là, grosso modo. Ben, là, voilà. C'est la Chine en a et Taïwan en fait, des microprocesseurs. Il y a une volonté déjà qui était commencée sous M. Biden de donner une plus grande autonomie aux Américains là-dessus. Mais quand ils regardent au nord, ils voient qu'on a la ressource. Et ça, c'est extrêmement important pour eux. Troisième élément, à part de l'énergie puis des terres rares, des minéraux, il y a la question de la sécurité de l'Arctique. Bon, la fonte des glaces, oui, il y a des effets au changement climatique. Au cas où il y en a qui pensent qu'il n'y en a pas. On est en train d'ouvrir. On est en terrain ami ici, Pierre-Marc Johnson. Il y a un de ces effets-là, c'est d'ouvrir ce qu'on appelle le passage du Nord-Ouest, qui permet maintenant la circulation directe entre la Chine et l'Europe en sauvant beaucoup de temps sans être obligé de passer par Panama ou le Cap Horn ou sans passer par Suez. Et ça implique des préoccupations de sécurité nationale, dans la mesure où les Américains ont besoin de vigie du trafic chinois dans les mers qui sont contiguës aux Américains. Et l'affaire du Groenland s'explique en partie par ça. Pourquoi? Parce que c'est contigu à ce chemin important sur le plan commercial. Et puis en plus de ça, ils ont des terres rares, eux aussi. Ouais. Ils n'ont pas de pétrole puis de gaz comme nous. Malheureusement. Et ça nous emmène peut-être à Washington. Là, on a parlé d'eux sans parler d'eux, mais bon, il y a un nouveau président, M. Trump, qui va être intronisé, inauguré, comme le disent les Américains, le 20 janvier. Une équipe particulière autour de lui. Bon, Elon Musk, on connaît un peu, mais c'est le ministre des Affaires étrangères. C'est ça. Il se mêle de toutes les élections dans le monde. Department of Government Efficiency. Oui, c'est vrai aussi. Oui, c'est ça. Non, mais il y a des choix qui font sourciller. D'autres qui étaient, de mon point de vue, en tout cas, pas de mauvais choix, notamment secrétaire au Trésor et tout. Il y a quand même des bonnes pointures. Mike Johnson a été renouvelé, rechoisi. Ça a été presque difficile. Comment ça va se passer à Washington? D'abord, l'impact des États-Unis dans le monde, hein, c'est ça qui est important. Voici un président qui veut déchirer l'accord de Paris en matière d'environnement, qui utilise un vocabulaire agressif concernant les conquêtes territoriales, à la limite, qui donne des armes au discours chinois sur Taïwan. Et discours sur ses alliés, ce qui est aussi assez particulier. On parle de Groenland, Canada, Panama. On n'est pas, c'est pas la Russie contre l'Ukraine ou la Chine contre Taïwan où il y a des conflits. C'est des conflits que M. Trump invente. Alors, extrêmement disruptif sur le plan de la politique étrangère, extrêmement disruptif sur les efforts concertés dans le monde entier autour des changements climatiques. Et ça, c'est préoccupant. Mais tu sais, pour le Canada, là, moi, j'ai trouvé ça cute, le premier tweet. Tu sais, j'ai trouvé ça comique. Blague. Bon, tu comprends qu'au Québec, les souverainistes l'ont vraiment pas trouvé drôle. Mais là, après 10 jours, moi qui est fédéraliste, je commence à la trouver moins drôle. Alors, il est en train comme de se fâcher avec autant les fédéralistes canadiens et québécois que les souverainistes, parce qu'il ne faut pas se cacher, il y a des souverainistes, by the way, en Colombie-Britannique, il y a des souverainistes. Tu sais, dans chaque province, il y a des mouvements souverainistes, peut-être moins forts qu'au Québec, mais là, il est en train de s'aliéner, tu sais, comme tout le monde. Ouais. Mais je pense que ça y fait rien. C'est aussi simple que ça. Je veux dire, lui, il parle à sa base, hein? Et il parle même à un segment de sa base, même pas à tout le Parti républicain. Son discours, je suis sûr, agace beaucoup de gens dans le Parti républicain traditionnel, mais ça fait l'affaire de sa base la plus radicale. Et il parle à sa base, même quand il est à l'étranger, même quand il parle de sujets étrangers. Je pense que le fait qu'on n'aime pas ça au Canada, l'entendre, ça l'indiffère. La vraie question, c'est quoi les conséquences sur cette relation énorme qu'on a avec les États-Unis? 70% de nos exportations y vont. Il affirme qu'il y a un déficit commercial, mais le gros de ça vient de quoi? Vient de l'énergie, du pétrole. Alors, ils ont besoin du pétrole, puis ils disent c'est épouvantable, là. On a un déficit commercial, mais je comprends, c'est parce qu'ils en ont besoin puis ils l'achètent. C'est pas parce qu'on empêche des jobs aux États-Unis. Alors, tout ça, c'est un discours un peu simplifié
mais qui marque, je pense, une espèce de volonté qui est un changement radical dans la politique américaine, pour les Européens comme pour nous. Une espèce de vision expansionniste, de domination. Je dirais pas, on parle pas de domination militaire ici avec les Alliés, mais on parle de domination dans des endroits clés géographiquement, et cette domination est de nature économique, largement. Les intérêts américains devront être pris en compte. La définition des enjeux de sécurité nationale américains va devoir être prise en compte par les Alliés de plus en plus. Il avait commencé ça en poussant les pays alliés à dire « je veux que vous donniez plus de vos ressources, je veux que vous donniez au minimum 2% de votre PIB dans le secteur militaire. » À l'OTAN. À l'OTAN. Et parce qu'on est tanné de payer la facture. Bon. Alors, c'est un discours qui est cohérent, hein, on se comprend, là, on a beau être d'accord ou pas d'accord. C'est un discours qui est cohérent. Et là-dessus, il y a une cohérence je dirais pas de son comportement, mais il y a une cohérence des objectifs là, qu'on peut trouver en fouillant un peu. Pierre-Marc Johnson, peut-être avant de vous laisser partir, on parle de nous, on parle de ce qui nous touche directement, on a parlé des différents échelons jusqu'à Washington qui nous affectent. Si on prend un pas vraiment très à 30 000 pieds, comme on dit, et qu'on regarde le reste du monde, 2025 sera une bonne année pour la planète. Il y a M. Trump dans la planète, certainement, mais il y a plusieurs autres acteurs. On semble là, pas très loin de pourparler dans le cas de Gaza, pas très loin de pourparler dans le cas de l'Ukraine. Les résultats, on n'en a aucune idée. Les négociations n'ont même pas commencé. Mais il y a une atmosphère vers une négociation. Et je pense que là-dessus, Trump va jouer fort. Il va faire peser lourd. Avec le sentiment, si vous me permettez, qu'il va préférer une entente qui déplaise, par exemple, aux Ukrainiens, là, c'est-à-dire céder du territoire, à pas d'entente. Là. Et donc là-dessus, je sais pas si la Pax Trumpana va être très durable. Oui, mais il l'a dit lui-même, hein, we need a deal. And I'm a deal maker. Bon, alors, ça, c'est la réelle politique. Il y a des deals pour 6 mois, puis il y a des deals pour 20 ans, puis c'est pas le même deal. C'est la réelle politique hein, de ce que peut imposer un président américain avec la puissance. Ouais, puis il faut y repenser parce qu'on se fait beaucoup dire justement ce qui s'est passé entre Gaza et l'Israël, les Palestiniens et l'Israël dans le découpement du territoire après la Deuxième Guerre mondiale. Depuis ça fait 40 ans, 75 ans qu'on chicane là-dessus. Il ne faut pas recréer ça avec de nouveaux territoires, genre l'Ukraine et la Russie. Oui, mais on verra. M. Trump a laissé entendre et son entourage que certaines des territoires occupés par les Russes devraient revenir à la Russie. Mais il faut comprendre que là-dedans, à l'origine de ça, il y a aussi le fait que des minorités russes qui habitaient ces frontières et qui avaient des mouvements indépendantistes pro-russes dans ces frontières. Alors, ça fait un enjeu qui est pas simple. Mais c'est le genre de choses dont aiment se mêler parfois les États-Unis. Vraiment, en terminant, la France, je sais que tu as travaillé très fort à un accord avec la Communauté européenne économique il y a plusieurs années. Là, en France, c'est pas jojo ce qui se passe au niveau politique en ce moment. Ça semble vraiment être, excusez mon langage, le bordel. Ta lecture sur notre... Parce que l'Europe demeure un partenaire économique du Québec et du Canada. Oui. Même si c'est pas le plus important c'est encore les États-Unis. 77% de nos exportations vers les États-Unis, c'est gigantesque. Alors qu'on pensait qu'on se diversifiait, puis on allait plus vers 65. On est monté à 77. La pandémie n'a pas aidé, évidemment. La réalité européenne, c'est que l'accord s'applique. Puis il va continuer de s'appliquer. Même si le Sénat français a voté contre. Même si l'Assemblée nationale votait contre. Il continue de s'appliquer. Pourquoi? Parce que c'est de juridiction de Bruxelles, des organismes centraux, des institutions centrales de l'Union européenne. Et une fois qu'il est en vigueur, il est en vigueur. Et pour empêcher sa mise en vigueur provisoire, parce que c'est provisoire hein, théoriquement, il faudrait l'unanimité du Conseil de l'Union européenne. Certains disent non, c'est pas l'unanimité, c'est une majorité qualifiée de 2/3.
c'est pas vrai. C'est là, peu probable. Ben non, c'est peu probable qu'il ait mis ça. Alors, je pense qu'il faut pas trop s'énerver. Il faut, au contraire, du côté québécois, aligner le plus possible nos entreprises sur la diversification des territoires où ils vendent. Et pensez-vous que la tension avec les Américains pourrait renforcer cette alliance canado-européenne dans les prochaines années, dans les 4 prochaines années? Je pense que sur le plan... Je suis convaincu, en fait, que sur le plan politique, c'est une occasion de rapprochement. On dit souvent que la politique permet des mobilisations dans la mesure où il y a un adversaire et les gens se... Oui. Bon, maintenant, on peut pas voir le président des États-Unis comme un adversaire, mais on peut le voir comme un peu antagoniste à nos intérêts de ce temps-ci, puis les Européens aussi. Alors, on est un peu du même côté de la barrière quant à subir les changements de politique américaine en ce moment. Et ça, normalement, ça rapproche les partenaires. Pierre-Marc Johnson, je voulais te remercier d'avoir participé à l'émission Prends pas ça pour du cash. C'est vraiment intéressant. Merci Pierre-Marc d'avoir accepté notre invitation. Merci tous les deux. Merci à vous. Au revoir. Pour obtenir une réponse à vos questions, écrivez à Francis et Philippe à l'adresse studio@commercial-cube.radio. On enchaîne avec notre troisième invité, François Royer-Miro, qui est chef du marketing chez Landers, qui est une entreprise, puis tu vas nous l'expliquer dans un instant, dans le domaine de l'immobilier. Oui. C'est ce que j'en comprends. Bonjour déjà, François, merci d'être avec nous. Bonjour, merci de m'avoir invité. Déjà, pour lancer un peu le bal, puis pour les auditeurs qui n'ont peut-être jamais entendu parler de Landers, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça fait, comment ça marche, qu'est-ce que ça mange en hiver? Oui, je vous fais le petit pitch 30 secondes. Oui, ben oui. Landers, c'est une jeune firme de technologie et de services. On est spécialisé dans le terrain. Donc, on sert autant les acheteurs que les propriétaires, vendeurs de terrain. Puis, on leur offre technologie, données et services qui leur permettent de simplifier l'achat et la vente de terrain. Donc, on fait beaucoup de choses. Puis, notre créneau, c'est vraiment les terrains qui ont un bon potentiel de développement résidentiel, du logement abordable, des développements commerciaux, industriels. Puis là, maintenant, de plus en plus, des projets de villégiature, des terrains agricoles, etc. On est quand même dans un créneau de terrain d'une certaine envergure avec un certain potentiel. Ouais, on ne parle pas le petit terrain sur le bord du lac Waro. Non, si vous êtes... s'il est gros, ça peut nous intéresser. Mais si vous êtes 2 voisins puis vous voulez vous vendre vos lots, faites ça entre vous autres ou dans un groupe Facebook, là, on se concentre sur des gros terrains. C'est une plateforme de courtage, essentiellement. On peut dire ça? Je le définirais pas comme ça parce qu'on a intégré le volet courtage pour permettre la transaction de ces terrains-là. Mais on a une plateforme d'abord et avant tout qui est l'inventaire des terrains au Québec. Donc, on a sur notre plateforme les millions de lots au Québec. Puis nous, on en a identifié environ 100 000 pour lesquels on vient rajouter des données sur ces terrains-là pour faciliter l'évaluation du potentiel de ces terrains-là. Donc, on a d'abord et avant tout la plateforme avec l'inventaire des terrains qui facilite la recherche pour les développeurs immobiliers et les acheteurs de terrain. Ensuite, on a diverses expertises à l'interne qui permettent d'évaluer ces terrains-là. Mais on a aussi le volet courtage parce que quand tu vends des terrains de 3 millions, 5 millions, 10 millions, il n'y a rien qui se passe sans avoir des professionnels compétents qui peuvent... Un intermédiaire. Quand tu dis plateforme, est-ce que vous fonctionnez cette partie-là de la business comme un SaaS qu'on appelle dans le jargon ou pas du tout? Non. OK, c'est ça. Parfait. Oui, puis ça, c'est un choix d'affaires qui a été fait il y a plusieurs années. La réalité, c'est que la valeur dans les achats et les ventes de terrain, la valeur est vraiment... dans la transaction du terrain. Le vendeur veut vendre, l'acheteur veut acheter. Donc, ce serait tentant là, de développer une plateforme, de faire payer les gens pour cette plateforme-là. Ça a été essayé chez Landers au début. La valeur est vraiment dans la transaction du terrain. Il y a eu un pivot, en fait. Exactement. Il y a eu un pivot, comme plusieurs entreprises pivotent dans ce sens-là. Donc, on commence avec un SaaS, puis on finit par faire de la vente B2B. Fait que c'est ça qui est arrivé aussi chez Landers. Je ferai aucun commentaire, mais
Je voulais ben, tu nous l'as un peu dit là à l'instant, mais bon, l'entreprise a été lancée il y a 5-6 ans, de 5 mémoire, 5 ans. Peut-être nous raconter en quelques mots, là, tu sais, justement, vous avez parti, tu n'étais pas là au début? Non, pas là au début. Ça a été parti comme un SaaS, le Software as a Service, c'est-à-dire une plateforme où on s'abonne puis on a accès à des choses. Maintenant, vous faites plus du courtage puis de l'information, j'aurais envie de dire. Justement, parle-nous un peu des étapes de la croissance puis un peu décris-nous où vous en êtes aujourd'hui. Oui, ben peut-être rapidement, notre président fondateur, Simon Boyer, qui est un ancien développeur immobilier, lui a vécu ce problème-là là, de devoir chercher des terrains pour faire des projets de développement. Tous les développeurs, j'ai l'impression, souffrent de ça. Ouais. Là, tu files sur Centris, sur les plateformes, sur les groupes Facebook, tu deals avec des dizaines de personnes qui répondent pas à tes messages. Tu n'es pas capable d'évaluer le potentiel des terrains, tu n'as pas les bonnes données, tu n'as pas le bon zonage. Donc, contrairement au courtage résidentiel qui, lui, est super structuré, le terrain, c'est un peu le Far West. Le terrain, c'est le Far West. Tu as des gens qui sont assis sur des terrains depuis 3 générations. Il est à vendre, mais pas à vendre. Il n'est pas vraiment affiché nulle part. Mais exact. Puis, fait avoir cet inventaire des terrains-là, c'est ça là, qui est critique. Puis, vraiment faciliter là, les transactions. Donc, au début, l'idée, c'était d'avoir la plateforme puis de faire payer les acheteurs pour utiliser la plateforme puis avoir accès à ces données-là sur ces terrains-là. Mais, encore une fois, c'est pas ça qui faisait bouger les terrains. Il fallait être capable d'avoir la chaîne au complet. L'inventaire des terrains, toutes les données sur ces terrains-là, puis toutes les expertises, incluant le courtage, qui permettent d'acheter puis de vendre. Parle-moi donc un peu, juste que je le saisisse, là. Je comprends ce que vous faites, mais parle-moi donc peut-être je vais le dire en anglais, là, mais le customer path. Là, dans le sens, tu sais, moi, je vais acheter un terrain à valeur commerciale pour faire des condos. Oui. Je prends contact avec vous. Qu'est-ce qui se passe? Oui. Donc, là, de un, toi, tu vas avoir accès à notre plateforme qui n'est pas publique. Là. Donc, on a une application. Sur cette application-là, on a une carte, donc tu peux imaginer un Google Maps avec les terrains au Québec. Puis nous, on a déjà identifié, comme je t'ai dit, là, des dizaines de milliers de sites qui sont tagués selon leur potentiel de développement. On a intégré plusieurs couches de données, milieu humide, zone agricole, zone industrielle. Des contaminations. Ouais, des informations sur le zonage aussi. Donc, toi, mettons, tu vas avoir un brief, tu cherches un terrain pour faire du multilogement. Ça, c'est le gros truc en ce moment. Tout le monde cherche à faire du multilogement dans le Grand Montréal. Donc, sont où ces terrains-là? Puis ensuite, surtout, on a les données sur les terrains, on a des données sur les transactions des terrains à proximité. Pour les comparables. Donc, on va pouvoir t'identifier rapidement des dizaines de terrains qui fitent tes critères avec notre plateforme. Puis, on va pouvoir aussi t'aider à rapidement évaluer la valeur marchande des terrains qui sont intéressants. Puis ça, c'est un processus qui prend d'habitude des semaines à faire. Maintenant, on est capable de le faire en jours. Puis, la vision, c'est de le faire en minutes, là. Je comprends. Tu es le chef du marketing. Oui. François, ça fait quoi un chef du marketing dans une compagnie comme la tienne? C'est quoi le marketing que vous faites? C'est à quoi ça ressemble, les efforts de marketing, de communication que vous déployez? J'aimerais un peu comprendre, parce que la plateforme existe, puis j'ai l'impression que c'est, encore une fois, justement, explique-nous, mais j'ai l'impression que le courtage, puis ces métiers-là, c'est souvent comme qui tu connais, c'est beaucoup dans le relationnel. Ouais. C'est quoi le volet marketing qu'il faut rajouter à cette dimension-là? Oui, bien, puis tu sais, ça, personnellement, moi, c'est un truc qui m'intéressait beaucoup parce que je viens pas du domaine immobilier, je viens du domaine marketing et tech. Puis, chez Landers, ce qui m'intéressait, c'est que nous, on a 3 parties prenantes en termes de clients. On a des acheteurs, on a des propriétaires de terrain, puis on a les courtiers qui sont affiliés à nous, puis ça fait comme 3 parties prenantes à servir. Donc, d'un point de vue marketing, il faut rejoindre les acheteurs. Fait que les courtiers, je vais accrocher là-dessus, mais c'est pas vos courtiers au sens... C'est des... Oui. Courtiers affiliés. Employés ou affiliés, mais ils sont pas Remax, là, ou autre, c'est des courtiers Shiva. Excuse-moi, continue. Exact. Je sais que c'est un sujet qui t'intéresse. Oui, beaucoup. Fait que d'un point de vue marketing, nous, d'abord, il faut rejoindre les acheteurs. On rejoint environ 4500 développeurs puis investisseurs qui utilisent nos plateformes, qui reçoivent nos courriels, etc. Donc ça, il y a un gros volet marketing pour être capable de, si tu es un acheteur de terrain, puis tu nous as donné tes préférences, on est capable de t'envoyer des terrains, des opportunités qui sont sur le marché. Là, et un peu comme du lead nurturing. Oui, exact. Pour les acheteurs. Ouais, c'est ça. Tu cherches des terrains, on va t'envoyer les terrains qui fitent les critères pour tes projets que tu veux développer. Ça, c'est une chose. Ça, c'est un gros volet marketing. Okay. L'autre volet marketing, c'est de rejoindre les propriétaires de terrains. Okay.
Et ça c'est plus compliqué. Ça, c'est plus compliqué parce que les propriétaires de terrain, ils n'ont pas marqué sur LinkedIn là, qu'ils étaient propriétaires de terrain. Non, ils n'ont pas marqué comme sur Facebook. De famille, puis c'est faut que tu le trouves. Là. Exactement. Donc, nous, on a développé nos méthodes à l'interne. Souvent pas des gens qui sont sur Facebook. Non, exact. En fait, je te dirais... Parce que j'en connais, j'ai entendu pas mal d'histoires, là, mais tu sais, c'est souvent des gens peut-être d'un certain âge qui ont hérité ça, que ça peut valoir des dizaines de millions de dollars, mais tu sont assis dessus. Puis, moi, je viens du marketing numérique. Là. J'ai fait ça toute ma carrière. Ouais. Puis rejoindre les propriétaires de terrain, c'est le pire cauchemar de quelqu'un qui fait du marketing numérique. C'est sûr. Parce que tu n'as aucune piste pour commencer. Là. Qui sont ces personnes? Où sont-ils? Il n'y a pas vraiment non plus de critères démographiques. Donc ça, on a développé quand même des... Il y avait un monsieur, en tout cas, il y avait une adjointe et il faisait imprimer tous ses courriels qu'il lisait dans son bureau. Puis il répondait avec un stylo sur le email qu'est-ce qu'il fallait que l'adjointe aille répondre s'il avait envie de répondre à ce gars-là. Mais tu comprends qu'en termes de sophistication numérique, là, on n'est pas à la même place. Là. Je vais vous donner un indice, mais ça faisait longtemps que j'avais pas utilisé autant de papier dans ma job de marketing. Intéressant. Mais c'est vraiment intéressant. Donc, il faut rejoindre les propriétaires. Puis juste finalement, la troisième patte à cette chaise-là, c'est les courtiers. Les courtiers, nous, on veut en recruter. C'est notre force de vente. Donc, il faut quand même faire un certain marketing de l'image auprès des courtiers. Puis, il faut aussi, eux, les aider. Puis vendre un terrain, je fais l'hypothèse, c'est pas simple. Non, c'est complexe. Fait que prendre un courtier qui sort de son diplôme de l'OACIQ, c'est peut-être pas la même chose. Non. Tu veux quelqu'un qui connaît le marché, qui connaît la business, qui a des contacts. Fait que tu dois, un peu par définition, débaucher du monde, non? Oui. En fait, on a développé quand même quelque chose d'intéressant chez Lenders, c'est qu'on va chercher du monde du développement immobilier ou des spécialistes de terrain. Okay. Vraiment, là, des gens qui ont travaillé chez des développeurs immobiliers, des gens qui ont fait peut-être de l'évaluation de terrain. Et vous leur payez la formation de courtage? Voilà. Genre, ouais, OK. Intéressant, ça, j'aime ça. Non, pardon, on leur paye pas la formation de courtage, mais on les aide à faire leur formation de courtage commerciale. OK. Pour qu'ils se joignent à nous, qui est vraiment une approche complètement différente de juste dire on veut des courtiers, on veut des spécialistes du terrain qui ensuite vont aller chercher leur licence de courtage pour être extrêmement efficace. Là. Parle-nous un peu, peut-être en conclusion, là, de Landers 2030, là, vers quoi ça s'en va. Corrige-moi si je me trompe, mais depuis tantôt, je t'en écoute, là, vous êtes au Québec actuellement. Ouais. Et j'imagine qu'il y a peut-être, sur un horizon de 5-10 ans, une volonté d'aller dans d'autres territoires. Ouais. Ça ressemble à quoi, là, votre trajectoire de croissance? Vous avez reçu, je pense, 1,5 million de financement aussi. Oui, financement. Ça doit servir à quelque chose. D'amorçage qui est pour développer le Québec. On a encore énormément de chemin à faire juste au Québec. Tu sais, là, sur l'application, si vous ouvrez l'application, vous allez voir des points partout au Québec. Là. On a des projets dans les Laurentides, à Québec, en Mauricie, énormément dans le Grand Montréal. Mais tu sais, je vais parler un peu plus de 2025, puisqu'on reste quand même encore une start-up, fait que 2030, tout est possible. Tout est possible, mais mettons 2025, c'est vraiment de continuer notre progression au Québec. On est environ une trentaine. L'année passée, on a mis en marché 55 terrains pour une valeur d'environ 500 millions. On a presque triplé de taille l'année passée, mais on est encore relativement petit au Québec. Il y a énormément de chemin à faire. Donc, l'année prochaine, c'est croissance dans le même sens que ça, là, qui est le plan. Puis de continuer à bien servir les acheteurs puis les vendeurs de terrain. Il y a tellement de produits, d'outils puis de technologies à développer. Si vous saviez, on a des millions de points de données qu'on ne sait même pas encore quoi faire avec. Là, c'est vraiment le début. Le croisement de données va être hyper intéressant. Je dirais, on connaît bien, mettons, les Airbnb, les plateformes comme ça de location. Les données sont structurées, les logements sont disponibles. Bon, ben nous, on est comme dans ce marché-là, mais il y a 15 ans. Ouais, c'est ça. Ouais, exactement. C'est pas structuré, c'est pas transparent. Ouais, hyper intéressant de voir ça. Très ouais. intéressant. Le mot est juste Philippe Richard Bertrand. Merci, François Royer-Mihaud, d'être venu avec nous. Je rappelle que tu es chef du marketing chez Landers, LANDERZ.ca. On peut visiter le site. Si vous êtes des professionnels d'immobilier, je sais qu'il y en a plusieurs qui nous écoutent. N'hésitez pas à aller voir le site ou à prendre contact avec François. C'est par LinkedIn qu'on a jasé. Absolument. Et pour la petite histoire, je n'avais jamais... Ça fait 10 ans, je pense, que je connais François. C'est la première fois que je le vois. Donc, je peux checker ça. On n'est pas des bots AI. Sur ma bucket list, on n'est pas des bots, on n'est pas des robots. Ouais. Merci François. Hey, merci beaucoup. Francis Gosselin et Philippe Richard Bertrand remplissent vos poches sans vous les vider.
Très bon show aujourd'hui, Phil. Qu'est-ce que tu en as pensé? Super content. Je suis content de voir qu'il y a des perspectives un peu positives pour 2025 avec Pierre-Marc Johnson. J'ai adoré notre discussion sur les terrains. Je sais pas si c'est la conclusion que je fais de cette intervention, mais oui, c'était en tout cas un grand plaisir de l'avoir. Puis c'est clairement quelqu'un à 60. C'est drôle, quelqu'un m'a demandé aujourd'hui, il a quel âge, Pierre-Marc Johnson? Parce que j'ai dit qu'on l'avait en studio, puis je sais pas, 68, 69. Il a 78 ans quand même, et il a clairement toute sa tête. Oui, les terrains, vraiment intéressant avec François Royer. Après moi, il y a une petite pépite d'or là-dedans, là, avec Landers. Et pensais-tu aller au Salon d'Auto? Oui. Oui. Tu vas-tu chaque année? Non. Non? Non. Là, parce qu'il faut que tu changes ton vieux bazou à gaz là, pour arriver en 2025 comme toi. Véhicule électrique. Tu me feras ton débrief du Salon de l'Auto, puis je te dirai quel véhicule acheter, évidemment, en tant qu'expert en la matière. Merci d'être à l'écoute. Vous pouvez nous écrire studio@cube.radio. On va évidemment diffuser le YouTube, le Spotify, cube.ca. Vous pouvez nous écouter à la télé, mais on va diffuser ça, évidemment, dans les médias sociaux. Vous pouvez nous écrire à cet endroit-là. Philippe n'est toujours pas revenu sur Facebook, mais il est sur LinkedIn et ailleurs, donc n'hésitez pas à lui écrire. Pour ma part, tous les médias sociaux de bonne qualité. Je suis disponible et je réponds. Merci et à la semaine prochaine. Tous les épisodes de Prends pas ça pour du cash sont disponibles en podcast sur l'application et le site cube.ca.